Je m'appelle Manon et j'ai 29 ans. Lorsqu'à 0h48 du matin, mes parents m'ont envoyé un SMS disant que ma grand-mère était mourante et que je devais envoyer 10 millions d'euros immédiatement. J'étais loin de me douter que ma vie allait virer au cauchemar. Mais quelque chose clochait terriblement dans ce message. La froideur, le montant impossible, l'heure tardive. Quand j'ai découvert la vérité, cela a mis au jour un dangereux tissu de mensonges et de criminalité qui tapissait l'histoire de ma famille depuis des décennies. La vibration de mon téléphone m'a tiré du sommeil en sursaut. J'ai tâtonné dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre avant même de voir l'écran. Le nom de ma mère brillait dessus, et en dessous, un message qui m'a glacé le sang. Vire l'argent maintenant, ta grand-mère ne passera peut-être pas la nuit. J'ai cligné des yeux, relisant les mots encore et encore, essayant de leur donner un sens à travers le brouillard du sommeil. Mais quelque chose sonnait faux. Le message était froid, transactionnel, comme un ordre plutôt qu'une supplique. Où était la panique? Où était le chagrin? Cela ne ressemblait pas à une fille dont la mère était sur son lit de mort. Cela semblait répété, écrit avec détachement, comme si elle commandait des courses au lieu d'implorer de l'aide dans une situation de vie ou de mort. Avant même que je puisse traiter ce message, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était papa. Si tu aimais vraiment cette famille, tu ne poserais pas de questions. Mon estomac s'est noué, ce nœud familier de mon enfance, celui que j'avais passé des années à essayer de défaire en thérapie. Cette phrase ne concernait pas ma grand-mère. C'était une question de contrôle, de culpabilité, une façon de me faire sentir comme la méchante juste pour avoir osé hésiter. C'était la même manipulation que j'avais endurée toute ma vie, sauf que cette fois, elle était enveloppée dans une crise que je ne pouvais pas vérifier. Je me suis redressée dans mon lit, les mains tremblantes en fixant les deux messages. Tout dans cette situation hurlait que quelque chose n'allait pas. Le timing, le ton, la façon dont il me prenait en tenaille avec l'urgence et la culpabilité. Et ce montant, 10 millions d'euros. Pourquoi grand-mère aurait-elle besoin d'autant d'argent? Elle était toujours allée à l'hôpital public, le CHU, en qui elle avait confiance depuis des décennies. Aucune opération d'urgence là-bas ne coûterait une telle somme. Mon esprit a dérivé vers mon enfance, vers tous ces moments où l'on m'avait fait sentir que j'étais l'enfant à problème, simplement parce que j'existais. Mon jeune frère, Lucas, avait toujours été l'enfant roi, le préféré, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Quand il cassait quelque chose, c'était un accident. Quand je cassais quelque chose, c'était de la maladresse. Quand il avait besoin d'argent, il le donnait sans compter. Quand j'avais besoin de quoi que ce soit, je devais le mériter. Prouver que j'en valais la peine. Justifier pourquoi je ne pouvais pas me débrouiller seule. Chaque sacrifice dans notre famille était attendu de moi. Chaque clémence lui était accordée. Et maintenant, au milieu de la nuit, il venait vers moi, la main tendue, exigeant une somme impossible et utilisant mon amour pour ma grand-mère comme une arme pour l'obtenir. J'ai regardé à nouveau le message de papa et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pendant 29 ans, je m'étais pliée en quatre pour leur plaire. Pour être la bonne fille, pour prouver que je méritais l'amour qu'il donnait si librement à Lucas. Mais là, dans l'obscurité de ma chambre, avec ces messages froids et manipulateurs brillants sur mon écran, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais jamais autorisée à ressentir auparavant. De la défiance. Mes doigts ont glissé sur l'écran, tapant des mots que je n'aurais jamais cru avoir le courage d'envoyer. Demandez à votre fils préféré. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis, puis j'ai complètement éteint mon téléphone. Le silence qui a suivi était à la fois terrifiant et libérateur. Je venais de faire quelque chose d'inédit. J'avais dit non. J'avais résisté. Mais alors que l'adrénaline retombait, l'anxiété s'est précipitée pour combler le vide. Je me suis rallongée, mais dormir était impossible. Mon esprit s'emballait avec des questions qui ne cessaient d'affluer. Si grand-mère était vraiment mourante, pourquoi l'hôpital ne m'avait-il pas appelé directement? J'étais sur la liste de ses contacts d'urgence. Pourquoi mes parents géraient-ils cela par SMS à minuit, au lieu de m'appeler, au lieu de me faire parler à un médecin? Et pourquoi, de toute la famille, me ciblaient-ils moi et pas Luca? Un souvenir a refait surface. Un souvenir que j'avais écarté il y a des années comme un drame familial dans lequel je ne voulais pas m'impliquer. J'étais passée pour le déjeuner dominical, peut-être 2 ans auparavant, et j'avais entendu maman et papa se disputer dans la cuisine.
La voix de papa était tranchante de frustration, parlant de Lucas, de jeux d'argent et de dettes. Maman l'avait fait taire rapidement, et quand j'étais entrée, ils s'étaient tus tous les deux, me souriant comme si de rien n'était. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Lucas avait toujours été un peu imprudent avec l'argent, un peu trop confiant dans des projets qui ne marchaient jamais. Mais maman et papa le couvraient toujours, faisaient toujours disparaître ses problèmes. Je m'étais dit qu'ils avaient géré la situation. Maintenant, ce souvenir me frappait avec un nouveau poids. Et s'ils ne l'avaient pas géré? Et si les problèmes de Lucas avaient grandi au point qu'il ne pouvait plus les résoudre? Et si cette urgence de minuit n'avait rien à voir avec grand-mère et tout à voir avec le pétrin de mon frère? J'ai attrapé mon téléphone et je l'ai rallumé, ignorant le déluge de nouveaux messages de mes parents. À la place, j'ai appelé directement l'hôpital public, celui où grand-mère allait toujours. Une infirmière de nuit fatiguée a répondu, et j'ai expliqué que j'avais besoin d'informations sur l'état de ma grand-mère. Je suis désolée, a dit l'infirmière, mais je ne peux pas partager d'informations sur les patients sans l'autorisation du contact familial enregistré. Je suis sa petite fille, ai-je insisté. Je suis sur la liste des contacts d'urgence. Selon nos dossiers, le contact principal pour Madame Solange Durand est Catherine Durand. Vous devrez parler avec elle pour toute mise à jour. Ma mère. Bien sûr, il s'était assuré que je ne pourrais rien vérifier sans passer par eux. Ce secret semblait délibéré, soigneusement construit pour me garder dans l'ignorance et dépendante de leurs seules paroles. J'ai raccroché et j'ai fait les 100 pas dans mon appartement, l'esprit en ébullition. Chaque instinct en moi hurlait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une question de santé de grande-mère, c'était autre chose. Quelque chose que mes parents cachaient, quelque chose pour lequel ils étaient prêts à mentir et à me manipuler. Une partie de moi voulait conduire jusqu'à l'hôpital tout de suite pour voir grand-mère de mes propres yeux et confirmer si tout cela était réel. Mais quelque chose me retenait. Un murmure d'intuition qui me disait d'attendre, de laisser les choses se jouer un peu plus longtemps avant de montrer mon jeu. J'ai passé le reste de la nuit éveillée, regardant le ciel s'éclaircir lentement, passant du noir au bleu profond puis au gris pâle. Mon téléphone continuait de vibrer avec des messages de maman et papa, chacun plus désespéré et en colère que le précédent. Mais je ne les ai pas lus. J'ai juste attendu, mon anxiété grandissant à chaque heure qui passait. Puis, juste au moment où le soleil perçait l'horizon, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Ma main a hésité un instant avant de répondre. « C'est Manon Durand ?» a demandé une voix masculine professionnelle. « Oui. Qui est-ce? C'est le capitaine Mercier de la police nationale. Nous devons vous parler de votre grand-mère. Pouvez-vous venir au commissariat? » Mon cœur s'est arrêté. Ça y est. Le pire était arrivé. Grand-mère était partie. Et d'une manière ou d'une autre, la police était impliquée. Mes mains tremblaient. En attrapant mes clés, j'ai enfilé des vêtements et je me suis précipitée dehors. J'ai conduit jusqu'au commissariat dans un état second. Mon esprit se préparait au pire. Grand-mère était morte. Ou peut-être qu'elle avait disparu. Peut-être que quelque chose de terrible s'était produit et que mes parents avaient essayé de gérer ça eux-mêmes avant d'impliquer les autorités. Peut-être que j'avais eu tort sur toute la ligne. Le commissariat était calme à cette heure matinale, juste quelques officiers déambulant dans les couloirs avec des gobelets de café et des yeux cernés. Le capitaine Mercier m'a accueilli dans le hall, un homme d'âge moyen avec des yeux bienveillants et une expression sérieuse. Il m'a conduite dans une petite salle de conférence et m'a fait signe de m'asseoir. « Mademoiselle Durand, je tiens d'abord à vous dire que votre grand-mère va bien. » Je l'ai fixé, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi? » « Votre grand-mère est en sécurité et en bonne santé. Elle n'a été admise dans aucun hôpital la nuit dernière. La pièce a semblé tanguer. Je ne comprends pas. Mes parents ont dit qu'elle était mourante. Ils ont dit qu'elle avait besoin d'une chirurgie d'urgence. Ils ont dit. Nous savons ce qu'ils ont dit, a déclaré le capitaine Mercier en tirant une chaise pour s'asseoir en face de moi. C'est justement pour cela que nous devons vous parler. Êtes-vous au courant de demandes financières importantes faites en votre nom récemment? Faites en mon nom, qu'est-ce que vous voulez dire? Vos parents nous ont contactés tôt ce matin. Ils vous ont signalé pour refus de responsabilité financière lors d'une urgence familiale. Ils ont dépeint le portrait d'une fille refusant d'aider sa grand-mère mourante. Il marqua une pause, observant ma réaction.
Mais quand nous avons commencé à poser des questions, plusieurs choses ne collaient pas. J'avais l'impression de me noyer. Ma grand-mère n'est vraiment pas malade? Non, mademoiselle. Nous avons contacté sa maison de retraite. Elle est en parfaite santé. Elle a dormi dans sa chambre toute la nuit, complètement inconsciente de toute urgence médicale. La trahison m'a frappée comme un coup de poing. Ils avaient menti. Ils avaient carrément menti sur le fait que grand-mère mourrait pour me manipuler et me soutirer de l'argent. J'ai pressé mes mains à plat sur la table, essayant de me stabiliser. Il y a plus, a continué le capitaine Mercier. L'un des membres du personnel de la maison de retraite a déposé une main courante il y a 3 jours. Votre frère, Luca Durand, a visité l'établissement la semaine dernière. Selon l'employé, il semblait agité, nerveux. Il posait des questions sur le testament de votre grand-mère, ses comptes d'épargne, ses polices d'assurance. Mon sang s'est glacé. Lucas posait des questions sur ses finances. Oui, le personnel a trouvé son comportement assez inquiétant pour le documenter, combiné au signalement de vos parents ce matin et à la demande financière suspecte. Nous avons commencé à examiner les activités récentes de votre famille. Il s'est penché en avant. Mademoiselle Durand, nous n'enquêtons pas sur vous. Nous enquêtons sur ce qui semble être une tentative d'abus de faiblesse et d'escroquerie financière impliquant potentiellement des parents âgés. Je ne pouvais plus respirer. Les pièces du puzzle s'assemblaient, créant une image si laide que je voulais détourner le regard. Ce n'était pas à propos de la santé de grand-mère. Ça n'avait jamais été à propos de grand-mère. C'était à propos de Lucas, de quel que soit le pétrin dans lequel il s'était fourré, de mes parents essayant de m'utiliser comme leur distributeur automatique personnel pour le renflouer. Et ils avaient été prêts à inventer une grand-mère mourante pour le faire. Mademoiselle Durand, la voix du capitaine Mercier m'a ramenée à la réalité. Ça va? Ce souvenir, ai-je chuchoté. Il y a 2 ans, je les ai entendus se disputer à propos des dettes de jeu de Lucas. Dettes de jeu. L'expression de l'officier s'est durcie. Savez-vous à qui il devait de l'argent? Non, je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Mes parents le couvraient toujours. Je pensais qu'ils avaient géré ça. J'ai levé les yeux vers le policier. Dans quel pétrin est-il? C'est ce que nous essayons de déterminer. Mais mademoiselle Durand, je dois être directe avec vous. D'après le schéma que nous observons, votre frère pourrait être impliqué avec des gens dangereux et il y a une possibilité très réelle que vous deveniez sa prochaine cible pour de l'argent. Nous vous conseillons de prendre vos distances avec votre famille pour le moment. Prendre mes distances avec toute ma famille, la famille pour laquelle j'avais passé toute ma vie à essayer de plaire, d'être assez bien, de mériter l'amour, et maintenant, un policier me disait que je devais rester loin d'eux pour ma propre sécurité. J'ai quitté le commissariat dans un état second. Le soleil du matin était trop brillant, le monde trop bruyant. Je suis restée assise dans ma voiture pendant un long moment, fixant le vide, essayant de traiter ce que j'avais appris. Mes parents avaient menti sur la mort de grand-mère. Luca avait de sérieux ennuis, probablement avec des gens dangereux. Ils avaient tous décidé que j'étais la solution, la vache à lait qu'ils pouvaient culpabiliser et manipuler pour résoudre leurs problèmes. Mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux, m'attendant à un autre message de maman ou papa. Au lieu de cela, c'était de Lucas. On doit parler maintenant. Pas « Comment va grand-mère ?» Pas « Tu vas bien ?» Juste une exigence, juste lui, sortant de l'ombre que mes parents projetaient, se révélant comme le véritable marionnettiste derrière tout ce cauchemar. L'enfant préféré, le protégé, montrant enfin son vrai visage. Mes mains tremblaient en démarrant ma voiture. Quoi qu'il se passe, c'était loin d'être fini. J'ai répondu à Luca et accepté de le rencontrer, mais j'ai choisi le lieu avec soin. Un café bondé du centre-ville, beaucoup de témoins, des caméras de sécurité, des gens partout. S'il était mêlé à quelque chose de dangereux, je n'allais pas faire de moi une cible facile. Je suis arrivée en avance et j'ai choisi une table près de la fenêtre où je pouvais le voir arriver. Ma jambe tressautait nerveusement sous la table pendant que j'attendais, mon esprit passant en revue chaque souvenir d'enfance, essayant de trouver le moment où mon petit frère s'était transformé en quelqu'un avec qui j'avais peur d'être seule. Quand Lucas a franchi la porte, je l'ai à peine reconnu. Il avait toujours été en forme, confiant, le garçon en or qui traversait la vie comme si tout était facile. Mais l'homme qui s'est glissé sur la chaise en face de moi semblait vidé. Son visage était plus mince,
ses yeux cernés et fuyants, scrutant le café comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un surgisse à tout moment. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il les enroulait autour de la tasse de café que j'avais commandée pour lui. Manon, commença-t-il, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie, je suis si content que tu sois venue. Écoute, à propos d'hier soir, maman et papa ont vraiment surréagi. Ils avaient juste peur pour grand-mère. Et grand-mère n'a jamais été malade. Je l'ai coupé, gardant ma voix basse mais ferme. Je sais, Lucas, la police m'a tout dit. Son visage a vacillé juste une seconde. Et j'ai vu quelque chose de sombre passer derrière ses yeux avant qu'il ne réajuste ses traits en cette expression familière et concernée. C'était le même masque qu'il avait porté toute notre enfance. Celui qui trompait toujours nos parents, mais qui n'avait jamais tout à fait fonctionné sur moi. La police, putain! Manon, pourquoi tu as impliqué la police? C'est une affaire de famille, non? Je me suis penchée en avant. Parce qu'il semble que ce soit une affaire de toi devant de l'argent à des gens qui n'attendent pas. Ce n'est pas une affaire de famille, Lucas. C'est une affaire de toi. Le masque s'est fissuré, sa mâchoire s'est serrée, et il a détourné le regard, ses doigts tambourinant anxieusement sur la table. Quand il a finalement parlé à nouveau, la fausse sympathie avait disparu, remplacée par une désespérance brute. « OK, d'accord, oui, je dois de l'argent. J'ai fait de mauvais paris, je me suis impliquée avec les mauvaises personnes. Personnettes. Mais Manon, ils sont sérieux. Ce ne sont pas le genre de gars que tu peux juste éviter ou rembourser doucement. Ils veulent leur argent et ils le veulent maintenant. Il a tendu la main à travers la table comme s'il allait attraper la mienne, mais je me suis reculée. J'ai besoin de 10 millions. Juste cette fois, juste cette dernière fois, et je serai quitte. Je ne te demanderai plus jamais rien. Cette dernière fois, je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Lucas, tu as menti sur le fait que grand-mère était mourante. Tu as fait envoyer des messages par maman et papa au milieu de la nuit pour essayer de me culpabiliser afin que j'envoie de l'argent pour une urgence médicale qui n'a jamais existé. Tu as exploité le nom de grand-mère, sa santé, mon amour pour elle, tout ça pour couvrir tes dettes de jeu. Je ne voulais pas le faire. Sa voix s'est élevée et plusieurs personnes aux tables voisines ont jeté un coup d'œil. Il l'a baissé à nouveau, se penchant plus près. Tu crois que je voulais impliquer la famille? Mais je n'ai plus d'option, Manon. Ces gens se fichent de mes excuses. Ils veulent leur argent, et si je ne leur donne pas, les choses vont vraiment mal tourner. Les choses les ont déjà mal tournées, Lucas. Tu menaces ta propre sœur pour de l'argent. Je ne te menace pas, a-t-il dit. Mais même en le disant, son expression a changé pour quelque chose de plus dur, quelque chose de plus laid. Je demande de l'aide, mais tu as toujours été comme ça, pas vrai? Toujours à agir comme si tu valais mieux que nous. Toujours à juger, toujours à te tenir au-dessus de la famille. Tu nous le dois, Manon. Après tout ce que maman et papa ont fait pour toi, tout ce qu'ils ont sacrifié. Sacrifié? Le mot a jailli de moi avant que je puisse l'arrêter. Tout ce qu'ils ont sacrifié, c'était pour toi, Lucas. Chaque fois que tu merdais, ils réparaient. Chaque fois que tu avais besoin d'argent, ils donnaient. Chaque erreur que tu faisais était pardonnée, oubliée, balayée sous le tapis. Et moi, je devais être parfaite. Je devais gagner chaque miette d'approbation, chaque moment d'attention. Alors n'ose pas me parler de devoir quoi que ce soit à cette famille. Son visage s'est transformé, le masque complètement tombé maintenant. C'était le vrai Lucas, celui que nos parents ne voyaient jamais ou refusaient de voir. Ses yeux étaient froids, sa bouche tordue en quelque chose entre un ricanement et un grognement. « Tu veux savoir la vérité, Manon? Bien. Si tu ne m'aides pas, si tu ne vires pas cet argent, les choses vont mal tourner. Pas juste pour moi. Ces gens savent où tu habites. Ils savent d'où tu travailles. Ils savent tout sur toi parce que j'ai dû leur dire. J'ai dû leur donner quelque chose quand je ne pouvais pas leur donner d'argent. » Le café a semblé s'effacer. Ma vision s'est rétrécie sur son visage, ses mots résonnant dans ma tête. Il leur avait donné des informations sur moi. Il avait mis une cible sur mon dos pour gagner du temps. Tu leur as donné mes informations. Je n'avais pas le choix, a-t-il dit, mais il ne voulait pas croiser mon regard. Écoute, aide-moi juste et ils te laisseront tranquille. Mais si tu ne le fais pas, si tu refuses d'aider ton propre frère, alors je ne peux pas contrôler ce qu'il pourrait faire. Il pourrait débarquer chez toi. Il pourrait. Je me suis levée si vite que ma chaise a raclé bruyamment contre le sol. Mes mains tremblaient, mais plus de peur, de rage, d'une trahison si profonde que je pouvais la goûter. Tu me menaces, ta propre sœur. Tu me menaces vraiment.
Je te préviens, siffla-t-il, se levant à moitié lui-même. C'est plus gros que tu ne le penses. Ce ne sont pas des gens que tu peux juste ignorer. J'avais gardé mon téléphone sur mes genoux pendant toute la conversation, enregistrant chaque mot. J'avais commencé au moment où Lucas s'était assis. Un instinct me disait que j'aurais besoin de preuves de tout ce qu'il disait. Maintenant, je l'ai glissé dans ma poche, l'enregistrement en sécurité. Reste loin de moi, Lucas. Manon, attends. Mais je partais déjà, poussant la porte du café et sortant dans l'air lumineux du matin. Tout mon corps tremblait alors que je me dépêchais vers ma voiture. Regardant constamment par-dessus mon épaule, m'attendant à moitié à voir quelqu'un me suivre. En conduisant vers chez moi, des fragments de souvenirs d'enfance ont traversé mon esprit. Lucas cassant mes jouets et maman disant que c'était un accident. Lucas volant de l'argent dans ma tirelire et papa disant que j'avais dû mal compter. Lucas mentant à mon sujet pour me mettre dans le pétrin et nos parents le croyant à chaque fois. Le schéma avait toujours été là. La protection, les excuses, le favoritisme aveugle qui l'avait entraîné à croire qu'il pouvait tout faire et que quelqu'un nettoierait toujours son désordre. Mais ce n'était pas un jouet cassé ou de l'argent de poche volé. C'était criminel. C'était dangereux et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenue la solution pour laquelle ils s'attendaient tous à ce que je me sacrifie. Je suis retournée directement au commissariat. Le capitaine Mercier était toujours là, l'air épuisé mais alerte. Quand je lui ai dit que j'avais un enregistrement de Lucas, toute son attitude a changé. Il m'a ramenée dans cette même salle de conférence et a écouté toute la conversation, sa mâchoire se serrant à chaque mot menaçant de mon frère. « Mademoiselle Durand, a-t-il dit quand l'enregistrement s'est terminé, votre frère a de gros ennuis. Nous devons vous montrer quelque chose. » « Mon Nathan. » Il est parti et est revenu avec un dossier épais, rempli de documents et de photographies. Il les a étalés sur la table et j'ai senti mon estomac se nouer en les regardant. Des photos de Lucas à divers endroits, rencontrant des hommes que je ne reconnaissais pas. Des relevés bancaires montrant des transferts entrants et sortants. Des impressions d'activités de paris en ligne. Des milliers et des milliers d'euros perdus. Nous montons un dossier sur un réseau de paris illégaux opérant dans la ville. Le capitaine Mercier a expliqué. Le nom de votre frère est apparu il y a plusieurs mois. Il est impliqué avec des usuriers, mademoiselle Durand. Des gens dangereux, qui ne s'arrêtent pas aux menaces. Combien leur doit-il? D'après ce que nous avons tracé, environ 12 millions d'euros. Les 10 millions qu'ils exigent de vous ne couvriraient même pas sa dette. 12 millions. Le chiffre était si absurde qu'il ne semblait pas réel. Comment quelqu'un pouvait-il même accumuler ce genre de dette? Depuis combien de temps Lucas sombrait-il? Et comment personne n'avait remarqué? Mais je connaissais la réponse. Les gens avaient remarqué. Nos parents avaient remarqué. Ils avaient juste fait ce qu'ils faisaient toujours. Ils l'avaient protégé, couvert, encouragé, et maintenant cela avait fait boule de neige en quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler. « Il y a autre chose ?» a dit le capitaine Mercier, le ton prudent. « Nous avons des raisons de croire que vos parents l'ont peut-être aidé à cacher certaines de ces transactions. Il y a des transferts de leurs comptes vers certaines des mêmes personnes que votre frère payait. Il pourrait être plus impliqué là-dedans que vous ne le réalisez. Mes parents, mes propres parents, non seulement permettaient les problèmes de Lucas, mais y participaient activement. Et ils essayaient de m'y entraîner aussi, utilisant grand-mère comme appât, utilisant la culpabilité et l'obligation familiale pour me manipuler afin d'être leur carte sortie de prison. « Que dois-je faire ?» ai-je demandé, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Pour l'instant, faites profil bas. N'interagissez pas avec votre famille. Ne répondez pas à leurs appels. Nous craignons que les gens à qui votre frère doit de l'argent n'essaient de vous cibler directement maintenant qu'ils savent que vous ne coopérez pas. » Il marqua une pause. « Avez-vous un endroit sûr où aller? »« Mon appartement, mais je vis seul. » « Je vous recommande de changer vos serrures, peut-être d'installer une caméra de sécurité si vous n'en avez pas, et de garder votre téléphone sur vous à tout moment. Si quelque chose vous semble anormal, appelez-nous immédiatement. » J'ai quitté le commissariat avec l'impression de vivre le cauchemar de quelqu'un d'autre. Cela ne pouvait pas être ma vie, cela ne pouvait pas être ma famille, mais les preuves étaient là, dans ce dossier, dans cet enregistrement, dans les mensonges qu'ils avaient racontés et les menaces qu'ils avaient proférées.
Je me suis arrêtée dans un magasin de bricolage en rentrant et j'ai acheté de nouvelles serrures, une caméra de sécurité et une lumière à détecteur de mouvement pour ma porte d'entrée. J'ai passé l'après-midi à tout installer, mes mains plus stables que je ne l'aurais cru. Peut-être était-ce la routine, l'action concrète que je pouvais entreprendre quand tout le reste semblait hors de mon contrôle. Le soir venu, mon appartement ressemblait à une forteresse. De nouvelles serrures sur la porte et les fenêtres, une caméra pointée sur l'entrée, des lumières teintées qui s'allumeraient peut-être au moindre mouvement. J'ai essayé de dîner, mais je n'ai pas pu avaler plus de quelques bouchées. Je vérifiais constamment mon téléphone, sursautant à chaque notification. J'ai essayé de dormir cette nuit-là, mais chaque bruit me figeait. Le bâtiment qui craquait, une voiture passant dehors, des pas dans le couloir qui s'avérait être mon voisin. Vers 1h du matin, j'ai fini par m'assoupir, épuisée et sur les nerfs à la fois. Puis, à exactement 0h58, quelqu'un a frappé à ma porte. Pas un coup poli, pas un voisin demandant à emprunter quelque chose. Des poings lourds, martelant le bois assez fort pour faire trembler le cadre. Mon cœur a cogné contre mes côtes alors que je m'asseyais dans mon lit, figée, fixant la porte de ma chambre comme si je pouvais voir à travers jusqu'à celui qui était dehors. Les coups ont recommencé, plus forts, plus insistants. J'ai attrapé mon téléphone, mon doigt planant sur le bouton d'appel d'urgence et je me suis glissée vers la porte d'entrée. L'application de la caméra de sécurité s'affichait sur mon écran, mais quand j'ai ouvert le flux, le couloir devant mon appartement était vide. Personne n'était là, mais quelqu'un l'avait frappé. Je l'avais entendu, senti, puis je l'ai vu. Une enveloppe sur mon paillasson, juste visible au bord inférieur du champ de la caméra. J'ai attendu, retenant mon souffle, pendant ce qui a semblé être des heures. Plus de coups, pas de pas, rien. Finalement, avec des mains tremblantes, j'ai déverrouillé toutes mes nouvelles serrures et ouvert la porte juste assez large pour attraper l'enveloppe. Je l'ai claquée immédiatement et j'ai tout reverrouillé. L'enveloppe n'avait aucune marque. Papier blanc simple, mais lourd. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une photo de moi marchant vers ma voiture hier après-midi, complètement inconsciente que quelqu'un me regardait. Assez proche pour capturer la plaque d'immatriculation, les détails de mes vêtements, le gobelet de café dans ma main. Sous la photo se trouvait une note imprimée en lettres noires et austères. Payer sa dette ou payer le prix? J'ai appelé la police avec des mains tremblantes, à peine capable de parler. Le capitaine Mercier est arrivé avec 2 autres officiers en 15 minutes. Ils ont examiné l'enveloppe, la note, la photo. Ils ont vérifié les caméras du couloir, mais quiconque l'avait livré savait exactement où se trouvaient les angles morts. « Ça s'intensifie », a dit le capitaine Mercier, le visage grave. « Ces gens indiquent clairement qu'ils savent où vous êtes et qu'ils n'ont pas peur de s'approcher. »« Qu'est-ce que je fais ?» ai-je demandé, détestant combien ma voix semblait petite. « Nous allons augmenter les patrouilles dans votre secteur et nous allons amener votre frère pour un interrogatoire. » Il marqua une pause. « Mademoiselle Durand, il y a autre chose. Nous essayons de localiser Lucas depuis cet après-midi pour l'amener. Nous sommes allés à son appartement, ses endroits habituels, même chez vos parents. Mon cœur a sombré. Et il n'est nulle part. Sa voiture a disparu. Son appartement a l'air d'avoir été quitté à la hâte. Nous ne pouvons pas le trouver. » Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit qu'il a fui, soit que quelqu'un l'a pris. Et basé sur cette menace, il désigna l'enveloppe, je dirais que les gens à qui il doit de l'argent ont découvert qu'il n'a pas leur argent. Je me suis effondrée sur mon canapé, la photo toujours dans mes mains, fixant mon propre visage, prise au dépourvu. Lucas avait disparu. Les gens à qui il devait de l'argent me surveillaient. Mes parents étaient impliqués dans une activité criminelle, et quelque part dans ce cauchemar, ma grand-mère était toujours heureusement inconsciente que toute sa famille s'effondrait autour d'un tissu de mensonges et de dettes. Le pire, ai-je réalisé avec une froide certitude, c'est que ce n'était que le début. Ce qui allait suivre serait pire, et je me tenais en plein dans la ligne de mire, que je le veuille ou non. Le téléphone du capitaine Mercier a sonné. Il a répondu, son expression s'assombrissant à mesure qu'il écoutait. Quand il a raccroché, il m'a regardé avec quelque chose proche de la pitié. « C'était un de nos enquêteurs. Nous venons de trouver quelque chose que vous devez savoir. » Il hésita. « Les dettes de votre frère. Les gens à qui il doit de l'argent, ce ne sont pas juste des usuriers lambda.
Le nom qui revient sans cesse dans notre enquête est Victor Rochefort. Le nom ne signifiait rien pour moi, mais à la façon dont le capitaine Mercier l'a dit, je savais qu'il le devrait. Qui est-ce? Il dirige un réseau d'extorsion financière. Il est sur notre radar depuis des années, mais il est prudent, isolé. Si votre frère doit de l'argent à l'organisation de Rochefort, c'est plus sérieux que nous ne le pensions. Et si les gens de Rochefort vous ciblent, mademoiselle Durand, alors vous n'avez pas juste affaire à des agents de recouvrement. Vous avez affaire à des criminels organisés qui ont des ressources, des connexions et absolument aucune hésitation à blesser des gens pour obtenir ce qu'ils veulent. Je l'ai fixé, la photo toujours serrée dans mes mains, et j'ai réalisé que mon monde entier venait de basculer dans quelque chose de sombre et dangereux. Ce n'était plus un drame familial, c'était une question de survie. Et je n'avais aucune idée si j'étais assez forte pour traverser ce qui allait arriver. La police a travaillé toute la nuit à traiter l'enveloppe de menaces, cherchant des empreintes, analysant le papier, essayant de retracer son origine. Je suis restée assise dans mon appartement avec un officier posté devant ma porte, incapable de dormir, incapable de penser à autre chose qu'à cette photo de moi marchant vers ma voiture, complètement inconsciente d'être observée. Vers 6 heures du matin, le capitaine Mercier est revenu avec de nouvelles informations, et l'expression sombre sur son visage me disait que je n'allais pas aimer ce qu'il avait à dire. L'enveloppe était propre, pas d'empreinte, pas d'ADN, rien que nous puissions tracer. Celui qui l'a livré savait ce qu'il faisait. Il s'est assis en face de moi, l'épuisement évident dans les rides autour de ses yeux. Mais ce n'est pas le comportement standard d'un usurier, mademoiselle Durand. La surveillance, le timing, le ciblage spécifique. Cela semble planifié, coordonné. Ces gens n'ont pas juste décidé au hasard de vous menacer. Quelqu'un leur a donné des informations détaillées sur votre routine, vos vulnérabilités. Lucas, ai-je chuchoté. La trahison coupant plus profondément à chaque révélation. Très probablement, mais il y a autre chose. Il a sorti son téléphone et m'a montré une photo d'un homme à la fin de la cinquantaine, l'air distingué, le genre de personne qu'on s'attendrait à voir diriger une grande entreprise, pas une entreprise criminelle. C'est Victor Rochefort, et plus nous creusons dans la situation de votre famille, plus son nom continue d'apparaître. Pas seulement en lien avec les dettes de votre frère. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, mon téléphone a sonné. L'écran affichait le numéro de grand-mère et mon cœur a bondi. J'ai répondu immédiatement. « Grand-mère, ça va ?» Sa voix est arrivée tremblante et incertaine. « Manon, ma chérie, je vais bien, mais quelque chose d'étrange est arrivé. Je dois te parler de ton frère. » « Quoi à propos de Lucas? Il est venu me voir la semaine dernière et il n'était pas lui-même. Il était frénétique, faisant les 100 pas dans ma chambre à la maison de retraite, me posant toutes sortes de questions. » Elle fit une pause et je pouvais l'entendre prendre une inspiration. Il voulait savoir si j'avais de vieux documents du passé, spécifiquement des documents liés aux affaires de ton père il y a des années. Je ne comprenais pas pourquoi, mais il semblait désespéré. Mes mains se sont resserrées sur le téléphone. Quel document? Ton père avait une société de conseil il y a environ 18 ans. Elle a fermé après une sorte d'ennui, des problèmes fiscaux ou quelque chose comme ça. Marc m'a demandé de garder certains de ses vieux registres d'affaires. Il a dit qu'il pourrait en avoir besoin un jour. Je les ai mis dans un tiroir verrouillé dans ma chambre et honnêtement, je les avais oubliés jusqu'à ce que Lucas commence à demander. Le capitaine Mercier se penchait en avant maintenant, intensément concentré sur ma conversation. « Tu les lui as donnés ?» ai-je demandé. « Non, ma chérie. » Quelque chose dans sa façon d'agir me mettait mal à l'aise. Il ne demandait pas, il exigeait. Et ça ne ressemble pas à Lucas. Alors, je lui ai dit que je ne savais pas de quoi il parlait. Elle hésita. « Mais Manon, je pense que tu devrais venir chercher ces documents. J'ai le sentiment qu'ils sont importants et je ne veux plus qu'ils soient ici. » Il y a quelque chose de louche dans tout ça. Je lui ai promis de venir tout de suite et j'ai raccroché. Le capitaine Mercier était déjà debout. « Je viens avec vous, » a-t-il dit. « Si ces documents sont ce que je pense qu'ils sont, ils pourraient m'être la clé pour comprendre toute cette situation. » Nous avons conduit jusqu'à la maison de retraite de grand-mère avec un deuxième officier nous suivant. La matinée était lumineuse et claire, complètement en décalage avec la sombre toile de secret que nous démêlions. Grand-mère Solange nous a accueillis à la porte de sa chambre, semblant plus petite et plus fragile que dans mes souvenirs,
l'inquiétude gravée dans chaque ligne de son visage. Elle m'a serré fort, puis s'est reculée pour me regarder. Qu'est-ce qui se passe, Manon? Pourquoi la police est là? C'est compliqué, grand-mère. Mais ces documents, on doit les voir. Elle a récupéré un dossier usé de son tiroir verrouillé, le genre de choses qui étaient restées intactes pendant des années, accumulant la poussière et l'histoire oubliée. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des registres de transfert, des contrats commerciaux et de la correspondance. Mais alors que je les feuilletais, un nom apparaissait encore, et mon sang s'est glacé. Victor Rochefort. Le capitaine Mercier a pris le dossier, son expression s'assombrissant alors qu'il scannait les documents. Votre père était en affaires avec Rochefort. Ces registres montrent des transferts réguliers, des réunions, des comptes partagés. Ce n'était pas juste une société de conseil, mademoiselle Durand. D'après ces documents, votre père était impliqué dans les opérations financières de Rochefort il y a 18 ans. Quel genre d'opération? Mais je savais déjà que la réponse ne serait pas bonne. Blanchiment d'argent, fraude, possiblement extorsion. La société a fermé parce qu'il faisait l'objet d'une enquête. Il semble que votre père en soit sorti avant que des charges ne soient retenues, mais ces registres prouvent qu'il était profondément impliqué. Il m'a regardé avec sympathie. Ce n'est pas seulement à propos de votre frère devant de l'argent à Rochefort. C'est à propos de vieilles dettes, de vieilles connexions. Rochefort n'oublie pas, et il ne laisse pas les gens s'en tirer comme ça. Les pièces s'emboîtaient, formant une image si laide que je voulais fermer les yeux pour ne pas la voir. Lucas n'avait pas juste des dettes de jeu. Il s'était impliqué avec le même criminel, Rochefort, avec qui notre père avait travaillé il y a des décennies, et maintenant ces vieux péchés revenaient hanter toute notre famille. Et Lucas avait cherché ces documents, essayant probablement de les utiliser comme levier ou de détruire les preuves ou quelque chose d'aussi désespéré. « Il y a plus » dit grand-mère doucement, plongeant la main dans le dossier et sortant une enveloppe scellée que j'avais manquée. Ceci était caché au fond. C'est étiqueté pour les urgences avec l'écriture de marque. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une clé USB et un morceau de papier plié avec une liste de noms, de dates et de montants en argent. En haut de l'écriture soignée de mon père, il y avait les mots « police d'assurance ». Le capitaine Mercier a pris la clé USB avec précaution, comme si elle pouvait exploser. Nous devons apporter ça à notre équipe technique immédiatement. Si cela contient ce que je pense, votre père a gardé des traces des activités illégales de Rochefort. Des preuves qui pourraient faire tomber toute son opération. Pourquoi garderait-il ça? Ai-je demandé, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Assurance, comme il l'a écrit. Si jamais Rochefort s'en prenait à lui, il aurait un moyen de pression. Mais si Rochefort sait que cela existe et si Lucas lui en a parlé, alors c'est ce qu'il cherche vraiment. Pas l'argent, les preuves. Une portière de voiture a claqué dehors. Nous nous sommes tous tournés vers la fenêtre et mon cœur s'est arrêté. La voiture de mes parents venait d'entrer sur le parking. Maman et papa sortaient, tous deux pâles et frénétiques, se dirigeant vers le bâtiment avec détermination. Ils savaient, ai-je dit, la réalisation me frappant comme un coup de poing. Ils savaient que je viendrais ici. Ils me pistaient, ou ils ont deviné, ou Lucas leur a dit. Le capitaine Mercier a bougé rapidement. « Nous devons partir maintenant, mademoiselle Durand. Prenez les documents et la clé USB. Je ne veux pas qu'ils mettent la main sur ces preuves. » Mais nous étions trop tard. Mes parents ont fait irruption par la porte de grand-mère, et le regard sur leur visage était de la pure désespérance. Les yeux de maman étaient rouges d'avoir pleuré, mais il y avait quelque chose de plus dur en dessous, quelque chose de presque prédateur. Papa avait l'air d'avoir pris 10 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu, gris et hagard. « Manon, a dit maman, la voix tranchante, pourquoi as-tu pris ce dossier? »« Parce que grand-mère voulait que je l'aie, ai-je dit, tenant bon même si mes jambes tremblaient, parce que Lucas essayait de l'avoir et j'avais besoin de savoir pourquoi. »« Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu te mêles, a dit papa, la voix basse et dangereuse. Tu dois rendre ces documents tout de suite. Elle ne vous donne rien du tout. » Le capitaine Mercier s'est interposé entre nous. « Monsieur et Madame Durand, nous devons avoir une conversation sur votre implication dans... » Le téléphone de papa a sonné. Coupant l'attention, il l'a sorti, a regardé l'écran et son visage s'est devenu complètement blanc. Il a répondu, s'éloignant vers le coin de la pièce. «
mais je pouvais encore entendre sa part de la conversation. « Oui, oui, je comprends. S'il vous plaît, vous devez me croire. On y travaille. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. » Quand il s'est retourné vers nous, il ressemblait à un homme brisé. « Ils ont Lucas, les hommes de Rochefort l'ont pris hier soir. Ils veulent que Manon livre l'argent personnellement et ils veulent ses documents. Si on n'obéit pas, ils vont le tuer. » Maman s'est effondrée sur une chaise, sanglotant, mais grand-mère s'est tenue droite, la voix ferme. « Marc, qu'as-tu fait? Dans quoi as-tu embarqué cette famille? » Papa ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Il m'a regardé à la place, et ce que j'ai vu là n'était ni amour ni inquiétude. C'était de l'attente. Ils étaient venus ici pour me faire pression afin que je sois la rançon, pour me convaincre que sauver Lucas valait la peine de tout sacrifier, y compris les preuves qui pourraient mettre des criminels dangereux hors d'état de nuire. « Vous voulez que je les paie? » ai-je dit lentement, la compréhension se cristallisant. « Vous voulez que je leur donne l'argent et que je détruise les preuves des crimes de papa? Tout ça pour sauver Lucas. »« C'est ton frère, » a dit maman, la voix brisée. « C'est la famille. Tu ne peux pas juste l'abandonner. » Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait donné naissance, mais ne m'avait jamais vraiment vue, qui avait passé toute ma vie à me faire sentir comme si j'étais moins que rien, comme si je n'existais que pour servir l'enfant préféré. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais passé 29 ans à essayer de gagner l'amour de gens qui n'allaient jamais le donner librement. Ils ne voulaient pas d'une fille. Ils voulaient une ressource, un plan B, quelqu'un à exploiter quand leur garçon en or échouerait inévitablement. « Je ne l'abandonne pas, » ai-je dit doucement. « Vous m'avez abandonné il y a longtemps. Chaque fois que vous l'avez choisi, lui plutôt que moi, chaque fois que vous attendiez que je me sacrifie pendant qu'il prenait, chaque fois que vous m'avez fait sentir que je devais gagner ce que vous lui donniez sans question, vous m'avez abandonné et maintenant vous me demandez de sauver la personne que vous aimez vraiment. Comment peux-tu être aussi égoïste? » Maman s'est levée, le visage tordu par la colère et le désespoir. « Ton frère pourrait mourir, et tu parles de griefs d'enfance. » « Ce ne sont pas des griefs, maman. C'est un schéma, une vie entière à être traitée comme l'enfant de secours, la sacrifiable. » Je sentais la présence rassurante du capitaine Mercier à côté de moi. « Et maintenant, vous voulez que je paye des criminels, détruise des preuves de crime et me mette en danger. Tout ça parce que Lucas a fait de mauvais choix, et vous l'avez encouragé jusqu'à ce que ses choix deviennent mortels. » Papa s'est avancé vers moi, les mains tendues. « Manon, s'il te plaît. Je sais que nous n'avons pas été des parents parfaits, mais c'est toujours ton frère. On peut arranger ça. On peut être une vraie famille après ça. Mais d'abord, on doit le sauver. Si vous aimiez vraiment cette famille, ai-je dit, lui renvoyant ses propres mots de ce SMS de minuit, vous ne vous seriez pas impliqué avec des criminels en premier lieu. Vous n'auriez pas protégé Lucas jusqu'à ce qu'il pense être invincible. Tu ne me demanderais pas de me sacrifier maintenant. » La radio du capitaine Mercier a grésillé. La voix d'un autre officier s'est fait entendre. « On a du mouvement à la résidence Durand. Possible équipe de surveillance. » Tout se passait si vite. Les hommes de Rochefort surveillaient mon appartement, la maison de mes parents, nous pistant probablement tous. Lucas disparu, possiblement détenu ou blessé. Des documents et des preuves qui pourraient faire tomber un empire criminel. Et moi debout, au centre de tout ça, tiré dans tous les sens par des gens qui voulaient tous quelque chose de moi. « Mademoiselle Durand, » a dit le capitaine Mercier doucement, « nous devons prendre une décision. Ces gens passent à la vitesse supérieure. La vie de votre frère peut être réellement en danger. Mais si vous leur donnez ce qu'ils veulent, Rochefort s'en tire et continue d'opérer. Plus de gens seront blessés. Plus de familles seront détruites. » J'ai regardé la clé USB dans ma main, ce minuscule morceau de plastique qui, d'une manière ou d'une autre, détenait le pouvoir de mettre fin à tout cela ou de le rendre bien pire. Puis j'ai regardé mes parents, je les ai vraiment regardés, et j'ai vu des étrangers. Des gens qui m'avaient créé, mais ne m'avaient jamais vraiment connu, qui avaient façonné mon enfance, mais ne s'étaient jamais souciés de comprendre qui j'étais réellement. Je vais les rencontrer, ai-je dit finalement, mais je ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Je vais mettre fin à ça. La police voulait monter une opération contrôlée, des billets marqués, des unités sous couverture, tout le dispositif élaboré, mais je savais que Victor Rochefort n'était pas arrivé là où il était en étant imprudent.
Il verrait clair dans n'importe quel piège évident, et s'il le faisait, Lucas en paierait le prix. Aussi traître que mon frère ait été, aussi dangereux qu'il m'ait mise, je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il meure à cause des péchés de nos parents et de ses propres choix stupides. Le capitaine Mercier a exposé leur plan dans une salle de conférence au commissariat. Cartes et photographies étalées sur la table. Mais tout le temps qu'il parlait, je pouvais voir le doute dans ses yeux. Il savait aussi bien que moi que Rochefort était trop malin pour les tactiques conventionnelles. Mes parents étaient assis sur des chaises contre le mur, semblant plus petits et plus pathétiques à chaque heure qui passait. Papa essayait toujours d'intervenir pour prendre le contrôle de la situation comme il l'avait toujours fait, mais plus personne ne l'écoutait. Son pouvoir dans cette famille n'avait été qu'une illusion bâtie sur des secrets et des mensonges. Et maintenant ces secrets étaient exposés. Les mensonges s'effondraient. Et il ne lui restait rien d'autre que le désespoir. Maman n'avait pas arrêté de pleurer, mais c'étaient des pleurs laids, pleins de colère et d'accusation chaque fois qu'elle me regardait. J'étais devenue la méchante dans son esprit, la fille ingrate qui ne sacrifierait pas tout pour sauver son précieux fils. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si dévastatrice. Mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. Le capitaine Mercier m'a fait signe de répondre, signalant déjà à son équipe d'essayer de tracer l'appel. Mademoiselle Durand, a dit une voix lisse et cultivée. C'était le genre de voix qui appartenait aux salles de conseil et aux restaurants chers, pas à faire des menaces et prendre des gens en otage. Je m'appelle Victor Rochefort. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Vous voulez dire les preuves de vos crimes? Ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne le sentais. Il a ri, un son sans humour. Direct, j'apprécie ça. Votre père n'a jamais été aussi franc. Il a passé des années à prétendre être quelque chose qu'il n'était pas, prenant mon argent tout en jugeant le travail que nous faisions. Au moins vous êtes honnête. Que voulez-vous? Je pense que vous le savez. La clé USB, les documents et les 10 millions d'euros que votre frère doit. En échange, je vous rends Lucas sain et sauf, et nous nous éloignons tous de cette situation malheureuse. Comment je sais que vous l'avez vraiment? Comment je sais qu'il est vivant? Il y a eu une pause, quelques sons étouffés, et puis la voix de Lucas est passée, tremblante et terrifiée. Manon, je suis tellement désolée. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Je ne savais pas pour l'histoire de papa avec Rochefort. Je pensais que je faisais juste des paris, et puis la dette a grandi et il a dit qu'il l'effacerait si je l'aidais avec quelque chose et j'ai juste. Je suis tellement désolée. S'il te plaît, tu dois m'aider. La ligne est revenue à Rochefort, satisfait. Il est vivant et relativement confortable, bien que je ne puisse pas promettre que cela restera le cas si vous ne coopérez pas. Vous avez 24 heures pour rassembler l'argent et les preuves. Je vous enverrai un lieu pour l'échange. Venez seule, mademoiselle Durand. Pas de police, pas de ruse. Si je soupçonne même que vous essayez de me piéger, votre frère meurt et vous serez la prochaine. Il a mis fin à l'appel avant que je puisse répondre. L'équipe du capitaine Mercier a secoué la tête. Il ne pouvait pas le tracer, sans surprise. Vous ne pouvez pas vraiment envisager de faire ça, a dit le capitaine Mercier. C'est un piège. Il prendra les preuves, probablement l'argent, et il n'y a aucune garantie qu'il vous laissera partir, l'un ou l'autre. Je sais, ai-je dit, mais avons-nous une meilleure option? La pièce est tombée dans le silence. Nous connaissions tous la vérité. Rochefort avait toutes les cartes en main. Il avait Lucas. Il avait des ressources. Il avait l'expérience des forces de l'ordre. Toute action agressive de la police pourrait finir avec mon frère mort et Rochefort disparaissant dans le réseau de protection qu'il avait construit pendant des décennies. Papa a finalement pris la parole, la voix rauque. « J'irai. C'est ma faute. Laissez-moi être celui qui l'affronte. » « Il ne veut pas de toi, papa, ai-je dit, pas méchamment. Il me veut moi. Il veut la personne qui n'a rien à perdre, qu'il pense pouvoir contrôler par des menaces. » J'ai regardé le capitaine Mercier, mais peut-être que c'est exactement pour ça que je devrais y aller. Il s'attend à quelqu'un d'effrayé et de docile. Et si je lui donnais autre chose? Au cours des 12 heures suivantes, nous avons formé un plan. Pas l'opération d'infiltration évidente que Rochefort anticiperait, mais quelque chose de plus subtil. J'irais à la rencontre, mais je n'aurais pas la vraie clé USB. L'équipe technique du capitaine Mercier créait un leurre, une clé qui aurait l'air identique, mais contiendrait des données inutiles. La vraie clé serait sécurisée par la police, prête à être utilisée comme preuve. Quant à l'argent, je n'avais pas 10 millions d'euros et ne les aurais jamais.
À la place, nous avons créé un sac qui semblait plein, mais contenait principalement de faux billets, assez de vrais sur le dessus pour passer une inspection rapide. Cela ne résisterait pas à un examen minutieux, mais cela pourrait nous faire gagner du temps. Le but n'est pas de le tromper complètement, a expliqué le capitaine Mercier. C'est de s'approcher assez pour que notre équipe d'intervention puisse bouger, pour créer un moment où nous pouvons vous extraire, vous et votre frère, tout en sécurisant Rochefort. Cela semblait raisonnable dans la salle de conférence propre et bien éclairée, entourée d'officiers et de stratégie. Mais je savais qu'une fois que j'entrerais dans cette rencontre, une fois face à un homme qui avait passé des décennies à échapper aux conséquences, tous nos plans minutieux pourraient s'effondrer en un instant. Mes parents voulaient me venir, bien sûr. Ils ont supplié, imploré, essayé de me culpabiliser une fois de plus, mais j'ai refusé. Cela arrivait à cause d'eux, à cause de choix qu'ils avaient fait bien avant que je sois assez grande pour comprendre ce que signifiait vraiment la famille. Ils avaient créé ce cauchemar et ils n'avaient pas le droit de jouer les héros dans sa résolution. La journée est passée dans un flou de préparation et d'anxiété. J'ai répété ce que je dirais, comment j'agirais, essayant de devenir quelqu'un de confiant et d'imperturbable, même si mes mains tremblaient et mon estomac se retournait. Grand-mère m'a appelée dans l'après-midi, la voix forte malgré tout. « Manon, ma chérie, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Quoi qu'il arrive, je suis fière de toi. Tu es la seule dans cette famille qui a choisi de faire la bonne chose, même quand c'était dur, même quand ça te coûtait. Ça demande un courage que ton père n'a jamais eu. » Je me suis accrochée à ces mots alors que minuit approchait et que le capitaine Mercier me conduisait à l'endroit spécifié par Rochefort. Un chantier naval abandonné en périphérie de la ville, tout en conteneurs rouillés et béton brisé. Le genre d'endroit où de mauvaises choses arrivaient et où personne n'entendait les cris. J'avais un micro caché sous mes vêtements, un bouton panique dans ma poche et une équipe d'officiers positionnés autour du périmètre. Mais alors que je sortais de la voiture et regardais le capitaine Mercier s'éloigner, me laissant seule dans ce vaste espace sombre, toute la préparation semblait inadéquate. Je marchais dans la tanière d'un prédateur, armé de tromperies et d'un espoir désespéré. 2 SUV noirs se sont arrêtés, leurs phares m'aveuglant. Les portières se sont ouvertes et des hommes sont sortis, visages cachés derrière des masques. Ils ont bougé avec une précision militaire, m'entourant, me fouillant pour des armes et des micros. Mon cœur s'est arrêté quand des mains rudes ont trouvé le micro, l'arrachant de sous mes vêtements. « Tu pensais vraiment qu'on ne vérifierait pas ?» L'un d'eux a dit, sa voix étouffée derrière le masque. Il a écrasé le micro sous sa botte, puis a pris mon téléphone et le bouton panique. Monsieur Rochefort est très minutieux. Ils ont attaché mes mains avec des serflex devant moi et m'ont poussé vers l'un des SUV. Ce n'était pas le plan. Ils m'emmenaient ailleurs, quelque part où la police n'était pas positionnée, quelque part où je serais complètement à leur merci. J'ai essayé d'apercevoir les officiers que je savais être en train de regarder, essayé de signaler d'une manière ou d'une autre que les choses avaient mal tourné, mais les hommes m'ont poussé dans le véhicule et ont claqué la portière avant que je puisse faire quoi que ce soit. Nous avons roulé pendant ce qui a semblé être des heures, mais n'était probablement que 20 minutes. Quand nous nous sommes finalement arrêtés, ils m'ont sorti dans un énorme entrepôt, principalement vide à l'exception de quelques chaises et de lumières vives positionnées pour créer une configuration de style interrogatoire. Et là, assis calmement sur l'une de ces chaises, se trouvait Victor Rochefort. Il ressemblait exactement à sa photo, distingué et contrôlé, portant un costume coûteux comme si c'était une réunion d'affaires au lieu d'une prise d'otage. Il a souri alors qu'il m'amenait devant lui, un sourire qui n'a jamais atteint ses yeux froids. « Mademoiselle Durand, enfin, nous nous rencontrons. Je m'excuse pour les précautions dramatiques, mais votre père et moi avons un passé et j'ai appris à ne pas faire confiance à la police. »« Où est mon frère ?» ai-je exigé, essayant de paraître plus courageuse que je ne l'étais. Rochefort a fait un geste et 2 autres hommes ont traîné Lucas hors d'un coin sombre. Il avait l'air terrible, couvert de bleu et épuisé, mais vivant. Quand il m'a vu, son visage s'est effondré. « Manon, je suis tellement désolée. Je ne voulais rien de tout ça. Je voulais juste tout arranger et je pensais pouvoir gérer, mais c'est devenu si gros et je ne savais pas quoi faire. » Pour la première fois, j'ai vu un véritable remords chez mon frère.
Pas la manipulation rodée, pas l'attente d'enfant gâté que quelqu'un le sauverait, une réelle compréhension des conséquences que ses actions avaient causées. C'était trop tard et ça ne changeait pas grand-chose, mais c'était là. Votre frère est une sacrée déception, a dit Rochefort sur un ton de conversation. Il est venu me voir en pensant pouvoir utiliser les vieilles connexions de votre père, les utiliser pour effacer ses pathétiques dettes de jeu. Quand j'ai expliqué que la dette était bien plus grande qu'il ne l'imaginait, héritée des trahisons passées de votre père, il a paniqué, a commencé à faire des promesses sur des preuves, sur une assurance que son père gardait. Il s'est penché en avant. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Votre père était peut-être faible, mais il était assez malin pour garder un moyen de pression. Maintenant, où est-ce? J'ai levé le sac leur avec des mains tremblantes. L'argent et la clé USB, tout ce que vous avez demandé. Rochefort a pris le sac et l'a ouvert, fouillant les liasses avec des doigts expérimentés. J'ai regardé son expression passer de la satisfaction à une rage froide alors qu'il réalisait que la plupart de l'argent était faux. Il a jeté le sac de côté et a sorti la clé USB, l'examinant. Votre père était bien des choses, mademoiselle Durand, mais il n'aurait jamais gardé quelque chose d'aussi important sur une clé USB standard. Ceci est un leurre. Il s'est levé et la température dans l'entrepôt a semblé chuter. Vous jouez avec moi. Je n'apprécie pas les jeux. Avant que je puisse répondre, avant que je puisse expliquer ou supplier ou faire quoi que ce soit, une autre voiture s'est arrêtée dehors. La porte de l'entrepôt s'est ouverte et mon cœur a sombré alors que mon père trébuchait à l'intérieur. Ma mère, juste derrière lui. « Arrête !» a crié papa. « J'ai ce que tu veux, la vraie clé, les vraies preuves. Laisse-les partir, Victor. C'est entre toi et moi. » Le sourire de Rochefort était revenu, et c'était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. « Marc, toujours si dramatique, mais tu as raison. C'est entre nous, tes enfants, ta femme. Ce ne sont que des dommages collatéraux de choix que tu as faits il y a 2 décennies. » Il a fait un signe de tête à ses hommes. « Amenez-le ici. » Les gardes ont attrapé papa, le forçant à avancer. Maman a crié, courant vers eux, mais un autre garde l'a attrapé facilement. J'ai regardé autour de moi frénétiquement, espérant que la police avait suivi mes parents, espérant que quelqu'un venait mettre fin à ce cauchemar. Mais nous étions seuls avec des monstres, et j'ai réalisé avec une clarté écœurante que Rochefort n'avait jamais eu l'intention de laisser aucun de nous sortir vivant de cet entrepôt. Papa a levé une clé USB, la main tremblante, mais la voix ferme. « C'est la vraie, Victor. Toutes tes archives de notre partenariat, le blanchiment d'argent, la fraude, les gens que tu as blessés au fil des ans. Tout ce que j'ai promis de garder secret. Je te le donne maintenant. Laisse juste ma famille partir. » Rochefort a marché vers mon père d'un pas mesuré, comme un prédateur s'approchant d'une proie blessée. « Tu penses que je ne savais pas que tu avais gardé une assurance? J'attendais que tu abattes tes cartes depuis 10 ans, Marc, attendant de voir si tu serais jamais assez stupide pour essayer de l'utiliser contre moi. »« Je ne l'utilise pas contre toi, » a dit papa désespérément. « Je te la donne, prends-la, détruis-la et nous disparaîtrons. Tu n'entendras plus jamais parler de nous. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? » Rochefort a ri, un son dénué d'humour. « Ce n'est pas à propos des preuves. » J'ai des avocats, des juges, des politiciens. Dans ma poche, les preuves seules ne peuvent pas m'atteindre. C'est une question de respect, de conséquence. Tu as pris mon argent. Tu as trahi notre partenariat. Et tu pensais pouvoir t'en tirer indemne pendant que je prenais tous les risques. Il nous a désignés d'un geste. Tes enfants souffrent parce que tu as été faible. Ta femme est terrifiée parce que tu as été avide. Et maintenant tu m'offres ce que je pourrais te prendre de toute façon, comme si ça te donnait un moyen de pression. Un des hommes de Rochefort a arraché la clé USB de la main de papa et l'a apportée à Rochefort, qui l'a empochée sans même regarder. « Merci, Marc. Maintenant, discutons du paiement pour tout le trouble que tu m'as causé. »« Je n'ai pas l'argent, » a chuchoté papa. On a tout dépensé en essayant de couvrir les dettes de Luca, en essayant de garder ça secret. Il ne reste plus rien. « Oh, je sais. C'est pour ça que ta fille était si précieuse. » Rochefort s'est tourné vers moi, ses yeux froids m'évaluant. La responsable, celle avec des économies et un bon crédit et pas de casier judiciaire.
Tu allais être ma police d'assurance, un moyen de garantir le paiement sur la durée. Mais tu as été difficile, mademoiselle Durand. Tu as impliqué la police. Tu as résisté. Ça complique les choses. Luca a émis un son, quelque chose entre un sanglot et un gémissement. Tue-moi juste moi et laisse-les partir. C'est ma faute. C'est moi qui me suis impliquée avec toi, qui ai fait des promesses que je ne pouvais pas tenir. Ils n'ont rien fait de mal. Pour la première fois, Rochefort a semblé surpris. Eh bien, peut-être que l'enfant prodige a développé quelque chose ressemblant à une conscience. Malheureusement, c'est trop tard pour les nobles sacrifices. J'avais scanné l'entrepôt pendant que Rochefort parlait, cherchant n'importe quel avantage, n'importe quelle issue. Les gardes étaient positionnés stratégiquement bloquant les sorties, mais ils étaient concentrés sur les adultes, sur mes parents et la menace qu'ils représentaient. Ils avaient attaché mes mains lâchement, supposant que j'étais la personne la moins dangereuse dans la pièce. Ils avaient tort. J'avais passé toute ma vie à être sous-estimée, à être traitée comme moins importante, moins capable, moins digne d'attention. Pour une fois, ça allait jouer en ma faveur. Pendant que Rochefort continuait son monologue sur les trahisons de papa et le prix que les familles paient pour les péchés, j'ai libéré mes mains du serflex. L'astuce était des mouvements subtils du poignet, desserrant progressivement le plastique tout en gardant mes mains positionnées comme si elles étaient toujours liées. Ça faisait mal, le plastique me coupant la peau, mais j'ai continué à travailler. « Ton père m'a coûté plus que de l'argent, » disait Rochefort. « Il m'a coûté la confiance, la réputation, le temps. Quand notre partenariat a pris fin et qu'il a disparu avec mes registres, cela a envoyé un message aux autres dans mon organisation. Que Victor Rochefort pouvait être trahi, que les gens pouvaient me prendre des choses et s'en aller. J'ai passé des années à reconstruire cette réputation, faisant des exemples de quiconque envisageait même de me doubler. « On allait te payer », a dit maman, la voix tremblante mais déterminée. « C'est pour ça qu'on a demandé l'argent à Manon. » On essayait d'arranger ça. En mentant sur une grand-mère mourante, Rochefort secoua la tête. En manipulant votre propre fille, vous êtes presque aussi moralement en faillite que moi, sauf que vous le cachez derrière des valeurs familiales et de l'autosatisfaction. Au moins, je suis honnête sur ce que je suis. Le serflex a finalement cédé. Mes mains étaient libres, mais je les ai gardées jointes, attendant mon moment. J'ai croisé le regard de Lucas, et il a vu ce que j'avais fait. Ses yeux se sont écarquillés, et j'ai fait un tout petit signe de tête. Pas encore. C'est là que nous avons entendu les sirènes, distantes au début, mais de plus en plus fortes. Plusieurs véhicules approchant rapidement. L'expression de Rochefort a vacillé d'agacement, et il a sorti son téléphone, aboyant des ordres à quelqu'un. Ces hommes se sont dirigés vers les sorties, armes dégainées, créant un périmètre défensif. « Il semble que ta fille ait amené des amis après tout », a dit Rochefort à papa, la voix mortellement calme. « C'est décevant. Maintenant, nous allons devoir accélérer notre calendrier. » Il a sorti une arme, la pointant nonchalamment vers mon père. « Dernière parole, Marc. » Tout est arrivé en même temps. Les portes de l'entrepôt ont volé en éclats et des officiers ont afflué, criant des ordres. Les hommes de Rochefort ont ouvert le feu et l'espace a éclaté dans le chaos. Maman a crié et a plongé à couvert derrière un conteneur. Papa s'est jeté au sol, main sur la tête, et j'ai bougé. J'ai attrapé Lucas, le tirant vers l'abri le plus proche. Une pile de palettes en bois qui n'arrêterait pas les balles, mais c'était mieux que de rester à découvert. Il était faible de sa captivité, trébuchant, alors je l'ai à moitié traîné, l'adrénaline me donnant une force que je ne me connaissais pas. Les balles ricochaient sur le béton et le métal. Des ordres étaient criés. Quelqu'un hurlait. Je ne pouvais pas dire qui. J'ai pressé Lucas derrière les palettes et je l'ai couvert de mon corps comme je l'avais fait quand nous étions enfants et qu'il faisait des cauchemars, protégeant le petit frère qui m'avait trahi, mais qui était encore, d'une certaine manière, ma famille. Je ne savais pas, sanglota Lucas contre mon épaule. Je te jure, Manon, je ne savais pas pour papa et Rochefort. Je pensais que j'empruntais juste de l'argent. Quand Rochefort m'a dit que la dette incluait la vieille trahison de papa, j'ai paniqué. J'ai pensé que si je pouvais obtenir les preuves, je pourrais les échanger contre ma liberté. Je n'ai jamais voulu que tu sois blessé. Je n'ai jamais voulu rien de tout ça. Je sais, ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais. Lucas était fait faible et gâté et avait fait des choix terribles.
Mais il n'était pas mauvais. Il était juste un produit des mêmes dynamiques familiales brisées qui nous avaient façonnés tous les deux. Sauf qu'on lui avait tout donné et qu'il avait appris à s'attendre à ce que le monde le rattrape toujours quand il tombait. Les coups de feu diminuaient, plus de crises, bruit de personnes appréhendées. J'ai risqué un coup d'œil par-dessus les palettes et j'ai vu Rochefort courir vers une sortie arrière avec 2 de ses hommes, laissant les autres affronter la police. Lâche qu'il était, il abandonnait tout le monde pour se sauver lui-même. Il avait toujours les 2 clés USB, la vraie et le leur. Toutes les preuves s'envolaient. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste bougé, sprintant de derrière les palettes, ignorant le cri de protestation de Lucas. Un des officiers m'a vu et m'a hurlé de me coucher. Mais j'étais plus rapide. J'avais passé toute ma vie à être prudente, à être sage, à suivre les règles et à essayer d'être parfaite. En ce moment, j'avais besoin d'être imprudente. Rochefort a entendu mes pas et s'est retourné, levant son arme, mais l'un des officiers a tiré en premier. La balle a touché le sol près des pieds de Rochefort et il a trébuché, tombant contre la porte de sortie. Je l'ai atteint juste au moment où ses hommes l'attrapaient, essayant de le tirer dehors vers un véhicule en attente. Je me suis jetée sur sa poche, celle où il avait mis les clés USB, mes doigts se refermant autour d'elle. Un des hommes m'a frappé d'un revers de main et la douleur a explosé sur mon visage, mais je n'ai pas lâché. J'ai arraché les clés de la poche de Rochefort et je suis tombée en arrière, les serrant contre ma poitrine. Des mains fortes m'ont attrapée, me tirant en arrière dans l'entrepôt. Le visage du capitaine Mercier est apparu au-dessus de moi, vérifiant si j'étais blessée, me tirant en sécurité derrière la ligne des officiers. J'ai ouvert mes mains, lui montrant les 2 clés USB, et il les a fixées comme si je venais de lui remettre le salut. « Sortez-la d'ici !» a-t-il crié à un autre officier, et j'ai été poussée vers la sortie, les jambes tremblantes, le visage palpitant, mais vivante. J'étais vivante et j'avais les preuves avec moi. J'ai entendu Rochefort hurler des menaces et des promesses. J'ai entendu les officiers maîtriser ses hommes. J'ai entendu le chaos de la justice rattrapant enfin des gens qui pensaient être au-dessus des conséquences. Je ne me suis pas retournée. Je les ai juste laissés me guider dehors, dans l'air froid de la nuit, où des ambulances attendaient et d'autres voitures de police encerclaient l'entrepôt, créant un filet dont même Victor Rochefort ne pouvait s'échapper. Maman et papa ont été sortis séparément. Tous 2 menottés. Ils avaient franchi trop de lignes, aidé trop de crimes, menti trop de fois. Le capitaine Mercier avait expliqué plus tôt qu'il ferait face à des accusations de complicité, et en les regardant être chargés dans les voitures de police, je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse, pas de satisfaction, juste un vide là où l'amour familial aurait dû être. Lucas a été emmené vers une ambulance et j'ai suivi, ayant besoin de le voir malgré tout. Il m'a regardé alors que les ambulanciers l'examinaient, des larmes coulant sur son visage contusionné. « Tu m'as sauvé », a-t-il chuchoté. « Après tout ce que j'ai fait, tu m'as quand même sauvé. »« Ouais », ai-je dit simplement. C'est ce que fait la famille, même quand ils ne le méritent pas. Les jours suivants, l'incident de l'entrepôt se sont confondus dans un flou d'interrogatoires de police, de traitement des preuves et d'attention médiatique. L'arrestation de Rochefort a fait la une nationale. Les clés USB que j'avais récupérées contenaient des décennies d'activités criminelles. Assez pour faire tomber non seulement Rochefort, mais plusieurs de ses associés, des fonctionnaires corrompus et tout le réseau qu'il avait construit. J'ai été qualifiée d'héroïne par des journalistes qui ne comprenaient pas que j'avais juste essayé de survivre. Je n'étais pas courageuse ou noble. J'étais juste une femme qui avait été poussée trop loin par les gens qui auraient dû l'aimer. Lucas a passé 3 jours à l'hôpital pour se remettre de sa captivité. Les médecins ont dit qu'il était déshydraté et malnutri, mais qu'il irait bien physiquement. Mentalement était une autre histoire. Le 4e jour, un détective est venu l'interroger sur son implication avec l'organisation de Rochefort. J'étais là quand Lucas a fait sa déclaration, regardant mon frère pleurer alors qu'il admettait tout, le jeu, les dettes croissantes, l'approche de Rochefort, pensant pouvoir négocier alors qu'en réalité, il était entré dans un piège construit sur les vieux péchés de notre père. Pour la première fois de sa vie, Lucas affrontait les conséquences sans que quelqu'un se précipite pour le protéger. « Je veux arranger les choses », a-t-il dit au détective, la voix tremblante. « Je témoignerai, je coopérerai avec toute enquête. »
Je plaiderai coupable de toutes les charges que vous porterez. Je veux juste enfin faire quelque chose de bien, même si c'est trop tard. » Le détective a expliqué que Lucas ferait probablement face à des accusations pour son implication dans les jeux illégaux et pour avoir aidé l'organisation de Rochefort, mais sa coopération serait prise en compte. Il ferait probablement de la prison, bien que la durée dépende de nombreux facteurs. Après le départ du détective, Lucas m'a regardé avec des yeux qui me rappelaient le petit garçon qu'il était avant d'apprendre que le monde lui donnerait toujours ce qu'il voulait. « Tu me détestes ?» a-t-il demandé. « J'y ai pensé, j'y ai vraiment pensé. » « Non, je ne te déteste pas, Lucas. Je suis triste pour toi, triste que tu aies été élevé en pensant que tu pouvais échapper aux conséquences. Que maman et papa t'aimaient tellement qu'ils ne t'ont jamais appris à être fort. D'une certaine manière, ils t'ont autant laissé tomber qu'ils m'ont laissé tomber, juste différemment. Tu viendras me voir si je vais en prison. Je ne le sais pas, peut-être, mais je ne serai plus ton filet de sécurité. Si tu veux une relation avec moi, ça doit être réel, pas juste toi ayant besoin de quelque chose. » Il a hoché la tête, acceptant cela, et je l'ai laissé là avec un garde devant sa porte, affrontant enfin la réalité dont il avait été protégé toute sa vie. Mes parents étaient détenus en attente d'accusation pour leur implication dans les activités de Rochefort et pour entrave à la justice. Maman a essayé de m'appeler à plusieurs reprises depuis la prison, laissant des messages vocaux allant de l'apologie à la fureur en passant par la manipulation. Papa m'a écrit une lettre arrivée une semaine après les arrestations. Je ne l'ai presque pas lue. Une partie de moi voulait la jeter, couper ce lien complètement et ne jamais regarder en arrière. Mais la curiosité a gagné, et je l'ai ouverte tard un soir, assise seule, dans mon appartement qui semblait enfin sûr avec ses nouvelles serrures et caméras. La lettre était longue, pleine d'explications et de justifications. Mais un paragraphe ressortait. « Je sais que tu penses que je ne t'ai jamais aimé, Manon, mais ce n'est pas vrai. Je t'aimais. J'aimais juste plus protéger Lucas. » Il me rappelait moi-même à cet âge, confiant et imprudent. Et je pensais que si je pouvais le sauver de ses erreurs, je pourrais d'une manière ou d'une autre racheter les miennes. Je t'ai sacrifié pour le sauver, et je sais maintenant que c'était impardonnable. Tu as toujours été la plus forte, la meilleure personne. Je suis désolée de ne jamais te l'avoir dit quand ça comptait. Ce n'était pas suffisant. Des excuses dans une lettre ne pouvaient pas défaire une vie entière à être le second choix, le plan de secours, à être traitée comme moins importante que mon frère. Mais c'était quelque chose, une fissure dans le mur de déni que mon père avait construit autour de ses choix. J'ai jeté la lettre de toute façon. Grand-mère a été mon refuge pendant ces semaines. Elle avait fait une déposition complète à la police sur le fait d'avoir gardé les documents de papa, sur les registres d'affaires qu'elle avait conservés pendant des années, sans comprendre ce qu'ils signifiaient vraiment. Elle s'en voulait de ne pas avoir parlé plus tôt, mais je lui ai dit qu'elle avait protégé son fils de la même manière que n'importe quelle mère le ferait. La différence était que lorsqu'elle a appris la vérité, elle a choisi de faire la bonne chose au lieu de l'encourager davantage. « Tu es la seule dans cette famille qui a choisi l'intégrité plutôt que la loyauté, » lui ai-je dit lors d'une visite. Ça veut tout dire. Elle m'a tenu la main, sa peau fine et parcheminée, mais sa poigne forte. Ton grand-père disait que le véritable amour signifie dire la vérité aux gens même quand ça fait mal. J'aurais dû dire la vérité à Marc il y a des années, qu'il s'engageait sur une voie sombre. Au lieu de cela, je l'ai encouragé en gardant ses secrets, tout comme il a encouragé Lucas. La maladie de cette famille, c'est le silence. Manon, promets-moi que tu ne perpétueras pas ça. J'ai promis. L'enquête sur l'organisation de Rochefort a découvert plus que ce à quoi tout le monde s'attendait. Des enregistrements de sauvegarde sur les téléphones et ordinateurs de ces hommes ont révélé des crimes supplémentaires. Des connexions à d'autres entreprises criminelles, des noms de personnes qui avaient été payées ou menacées pour garder le silence. La vraie clé USB que mon père avait gardée est devenue le fondement d'une poursuite massive qui prendrait des années à se dérouler complètement. 3 semaines après l'incident de l'entrepôt, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Pas d'adresse de retour, mais je savais de qui ça venait avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec un message imprimé. « Travail impressionnant, mademoiselle Durand. Vous m'avez coûté considérablement. Ne pensez pas que c'est fini. »
Le papier était brûlé le long d'un bord et caché derrière se trouvait un coin brûlé d'une clé USB. La vraie, détruite, avant de pouvoir être traitée comme preuve, malgré tout ce que j'avais fait pour la récupérer. Rochefort était en prison en attente de procès. Mais il avait encore de la portée, encore des ressources, encore des gens qui lui devaient des faveurs. C'était sa façon de me dire que même derrière les barreaux, il pouvait toucher ma vie. Me rappeler que les conséquences passées pour les hommes, comme lui, n'étaient jamais aussi définitives qu'elles devraient l'être. J'ai apporté la lettre au capitaine Mercier, qui l'a étudiée avec une expression sombre. La clé USB que nous avons est toujours une preuve valide, même s'il en a détruit une autre copie. C'est juste de l'intimidation, mademoiselle Durand. Il veut que vous ayez peur. Ça marche, ai-je admis. Alors combattez-le en vivant bien. C'est la meilleure vengeance contre des gens comme Rochefort. Il vous veut briser et effrayer. Montrez-lui que vous n'êtes ni l'un ni l'autre. J'ai commencé une thérapie 2 jours plus tard, avec un professionnel spécialisé dans les traumatismes familiaux, qui a écouté toute mon histoire sans jugement, qui m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas normal, n'était pas acceptable, et n'était pas quelque chose que je devais porter avec moi pour le reste de ma vie. Vous avez passé toute votre existence à essayer de gagner l'amour de gens qui n'allaient jamais le donner librement, a dit mon thérapeute lors de notre 3e séance. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez continuer d'essayer, continuer d'espérer qu'ils changeront, ou vous pouvez accepter qui ils sont et construire une vie qui ne nécessite pas leur approbation. J'ai choisi la 2e option. Je n'ai pas rendu visite à mes parents en prison. Je n'ai pas répondu à leurs appels ni à leurs lettres. J'ai dit à Lucas que j'avais besoin d'espace. Au moins un an, peut-être plus, avant de pouvoir envisager d'avoir une quelconque relation avec lui. Et je le pensais. À la place, je me suis concentrée sur moi-même pour la première fois en 29 ans. J'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés en gérant les drames familiaux. J'ai commencé des passe-temps que j'avais toujours voulu essayer. J'ai économisé mon argent pour mes propres rêves, au lieu de le garder comme fonds d'urgence pour les désastres des autres. 6 mois après les arrestations, mes parents ont été condamnés. Papa a pris 8 ans pour son implication dans l'organisation de Rochefort et entrave à la justice. Maman a pris 4 ans comme complice et pour son rôle dans la tentative d'exploitation financière contre grand-mère. La condamnation de Lucas est arrivée 2 mois plus tard, 3 ans pour son implication dans le réseau de jeux illégaux avec crédit pour coopération étant purgé. Je n'ai assisté à aucune des audiences de condamnation. J'en ai lu les comptes rendus dans les nouvelles, ressenti un sentiment distant de clôture. Et j'ai continué ma journée. 9 mois après que tout se soit effondré, j'étais assise dans le même café où Lucas m'avait menacée. L'endroit où j'avais secrètement enregistré ses demandes désespérées, mais cette fois, je ne rencontrais pas mon frère. Je rencontrais une femme avec qui je m'étais connectée via un groupe de soutien aux survivants, quelqu'un qui comprenait ce que c'était que d'être l'enfant bouc émissaire dans une famille dysfonctionnelle. Nous avons parlé de guérison, de l'étrange liberté qui vient du fait de couper les liens avec les gens qui vous blessent, de construire de nouvelles définitions de la famille qui ne reposent pas sur les liens du sang ou l'histoire partagée. En quittant le café, mon téléphone a vibré avec une alerte info. Le titre a arrêté mon cœur. Localisation de Victor Rochefort détectée après évasion de prison. Il s'était échappé, d'une manière ou d'une autre, malgré toute la sécurité, malgré le fait d'être détenu dans une prison de haute sécurité en attente de procès, Rochefort était sorti. Et le premier endroit que les autorités vérifiaient en pont était mon adresse, mon lieu de travail, partout où je pourrais être vulnérable. Je me suis tenue sur le trottoir en lisant l'article avec des mains tremblantes, sentant toute ma paix soigneusement construite menacée par le monstre que je pensais contenu en toute sécurité. Une partie de moi voulait paniquer, courir, se cacher, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai appelé le capitaine Mercier, qui essayait déjà de me joindre. Je suis allée au commissariat et je leur ai donné des informations mises à jour sur mes routines, ma configuration de sécurité, tout ce dont ils avaient besoin pour me protéger. J'ai accepté l'équipe de protection qu'ils ont assignée, les contrôles, la relocalisation temporaire qu'ils ont suggérée, et à travers tout ça, je me sentais différente de celle que j'étais il y a 9 mois. À l'époque, j'étais une femme se noyant dans le chaos des autres, essayant de survivre à un cauchemar que je n'avais pas créé.
Maintenant, j'étais une survivante qui avait affronté des criminels et la trahison familiale et qui en était ressortie plus forte de l'autre côté. L'évasion de Rochefort était terrifiante, mais elle ne me définissait pas. J'avais déjà affronté le pire qu'il pouvait me lancer et j'avais survécu. S'il revenait pour moi, j'affronterais ça aussi, mais je ne laisserais pas la peur voler la vie que je construisais. Ce soir-là, je me suis assise avec grand-mère dans sa chambre de maison de retraite, lui racontant l'évasion et la réponse de la police. Elle m'a tenu la main et m'a dit combien elle était fière de qui j'étais devenue. « Ton cauchemar n'est pas fini, dit-elle doucement, mais ta force non plus. Tu as déjà prouvé que tu es une survivante, Manon. Quoi qu'il arrive ensuite, tu es prête. » J'ai souri, un sourire calme et déterminé qui semblait gagner à travers le feu et la douleur et des choix qui coûtaient tout mais qui m'avaient rendue moi-même. « Oui, ai-je dit, je le suis. » De l'autre côté de la fenêtre, le soleil se couchait sur la ville où ma famille s'était effondrée, où les secrets avaient explosé en violence, où j'avais découvert exactement le peu que je signifiais pour les gens qui auraient dû m'aimer le plus. Mais c'était aussi la ville où j'avais trouvé mon courage, où j'avais tenu tête à des monstres, humains et criminels, où j'avais finalement choisi moi-même plutôt que la famille qui ne m'avait jamais choisi. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une autre mise à jour sur la chasse à l'homme pour Rochefort. Rapport d'observation possible. Avertissement de rester vigilante. Je les ai tous lus, j'en ai pris acte et j'ai rangé mon téléphone. Cette histoire n'était pas finie. Rochefort était quelque part dehors, observant probablement, planifiant probablement. Ma famille était dispersée dans diverses prisons, faisant face aux conséquences qu'ils avaient passé des années à éviter. Et j'étais ici en train de construire une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne. Mais pour la première fois de toute mon existence, je n'avais pas peur de ce qui allait suivre. J'avais survécu à tout ce qu'il m'avait lancé, chaque manipulation, chaque trahison, chaque menace. J'avais exposé un empire criminel, protégé des preuves qui aideraient des douzaines de victimes à obtenir justice, et je m'étais éloignée d'une famille qui me traitait comme sacrifiable. Quoique Victor Rochefort ait planifié, quel que soit le prochain mouvement de ma famille, quel que soit le chaos qui attendait dans le futur, je l'affronterais de la même manière que j'avais affronté tout le reste. Comme une survivante qui refusait d'être brisée, comme une femme qui connaissait sa valeur, comme quelqu'un qui avait enfin choisi elle-même en premier. Et quand les gens qui sont censés vous protéger deviennent ceux dont vous avez besoin d'être protégés, comment reconstruisez-vous ce que signifie la famille? C'est là que tout change.